Bonsoir à toutes et à tous. Merci Isabelle Schmitt, merci au lieu unique de nous accueillir, merci à Israël Nizan d'être parmi nous. Israël Nizan, je vous présente, même si nombreux dans la salle vous connaissent déjà. Vous êtes gynécologue obstétricien, professeur des universités, expert en diagnostic prénatal et médecine fœtale, chef du département de gynéco-obstétrique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Vous êtes aussi depuis 2017 président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. En 2011, alors que vous étiez conseiller municipal, vous avez créé le Forum européen de bioéthique, qui nous fait rêver ici à Nantes, même si avec les questions de bioéthique, on a aussi du monde, mais vous avez quand même réussi, sur une semaine, depuis déjà 10 ans, à rassembler plusieurs milliers de personnes chaque année sur des sujets très variés, avec des intervenants vraiment de qualité reconnus. Vous avez participé, et vous participez encore, à l'évolution des lois de la santé et de bioéthique en France, depuis notamment votre fameux rapport sur l'IVG en 1999, rapport remis à Martine Aubry et à Bernard Kouchner. Vous prenez régulièrement position publiquement sur des questions de société, telles que l'avortement, la PMA pour toutes les femmes. Vous aviez signé une tribune dans Le Monde en 2016 avec une centaine, 130 de mémoire, 130 médecins qui reconnaissaient accueillir les couples de femmes et donc être dans l'illégalité. Vous parlez aussi publiquement de la GPA, du clonage reproductif et thérapeutique, de la recherche sur les embryons humains, et j'en passe. Vous avez été auditionné encore récemment par l'Assemblée nationale en 2016 sur la révision de la loi de bioéthique, en septembre 2018, et je vous conseille d'aller écouter cette audition d'Israël Nizan. On y reviendra, mais lors de cette audition est vraiment intéressante sur le projet de loi de bioéthique. Et puis donc c'est sur ces quelques points fondamentaux du projet qu'on va discuter ce soir. Alors il y a 32 articles dans le projet de loi de révision, on ne va pas faire ces 32 articles, mais même si, quand vous avez présenté d'ailleurs ce projet, vous avez dit, peut-être de manière un peu ironique, qu'il y avait au moins une trentaine de points sur lesquels il était intéressant de revenir, l'article faisant 32 articles. Alors juste avant de rentrer dans les détails de ce projet de loi, j'aimerais simplement une question un peu naïve pour notamment, mais pas seulement, les étudiants qui sont là. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que médecin, gynécologue obstétricien, à travailler sur des questions d'éthique et de bioéthique ? Il se trouve que tout au début de ma carrière, je me suis intéressé au diagnostic prénatal. Et le diagnostic prénatal, c'est décider de la vie ou de la mort d'un fœtus en fonction de ses malformations et de ce qu'on peut penser que sera sa vie. Et je dois dire que à l'époque, les images qu'on avait, les informations qu'on avait sur le fœtus étaient somme toute assez sommaires, et que souvent je rentrais le soir en me disant mais est-ce que la décision était bonne de ne pas interrompre ou d'interrompre, parce que ne pas décider, c'est décider aussi dans ce domaine. Et il n'y avait pas encore de centre pluridisciplinaire du diagnostic prénatal, et cette pression reposait sur les épaules de celui qui avait regardé le fœtus et avait analysé ces anomalies. Et je dois dire que je me suis très rapidement rendu compte que science sans conscience, ça n'allait pas, et qu'il fallait accompagner ces prises de décision d'une réflexion sur le sens de la médecine. Parce que voilà une médecine, la médecine fœtale, qui, contrairement à toutes les autres médecines, a le droit de vie et de mort. L'interruption médicale de grossesse, qu'on appelait à l'époque thérapeutique, mais elle n'est en rien thérapeutique, on l'appelle médicale parce que c'est l'avis des médecins qui finit par être le dernier avis. La femme demande et les médecins, si la malformation est d'une particulière gravité et incurable, les médecins disent oui ou disent non. Et je dois dire que cette posture de vie ou de mort m'avait très tôt, dès la trentaine d'années, tiré par la barbichette sur c'est quoi les règles, en fonction de quoi, est-ce que je suis capable de mettre 2-3 phrases de raisonnement pour étayer de telles décisions.
Et puis je m'étais aussi tourné vers mes jeunes internes, mes jeunes chefs de clinique, en leur disant « Mais là, tu dis qu'il faut faire ça, mais c'est quoi le sens? Pourquoi tu dis ça ?» Et ça, c'est de la bioéthique. Et puis je me suis aperçu que quand on s'intéressait à la bioéthique, on avait plein d'endroits où on pouvait en parler entre experts, mais qu'il n'y avait rien pour le grand public. Or, ces décisions ne sont pas des décisions médicales. C'est aussi des décisions sociétales. Et les valeurs de A ne sont jamais supérieures aux valeurs de B. Donc il n'y a pas de compétition entre les valeurs, mais le fait d'être obligé d'exprimer le pourquoi du comment, le sens de la médecine, et le fait de me dire que le grand public avait le droit de participer comme si on était dans un hôpital au mur de verre. C'est la société qui nous paye. Je trouve que nous avons une obligation de raisonner à cœur ouvert devant la société et que la société puisse se mêler de ces décisions. Et c'est tout ça qui m'a amené sur la bioéthique. Après est née la fécondation in vitro, où je me suis aussi intéressé à ces questions. Et ces deux facettes de la bioéthique, qui sont des facettes extrêmement importantes, je remercie le ciel d'être tombé. J'aurais pu être un chirurgien banal qui ne soit pas attiré vers la bioéthique. Et c'est pas tombé de ce côté-là. Et ça m'a ouvert les yeux. Au lieu de rester un technicien de la médecine, ce qui aurait pu m'arriver, le fait d'être tiré vers la réflexion a été un véritable sauvetage pour moi. Et par rapport à ce rapport sur l'IVG en 99, avant de venir au projet de loi, est-ce que vous trouvez que la situation par rapport à 99 a changé en bien Alors le sous-titre du rapport, c'est pour aider les femmes en détresse du fait d'une grossesse non souhaitée ou quelque chose de cet ordre-là. Et la mission qui m'avait été confiée était assez différente de ce qu'a donné le rapport, ce qui veut dire que j'avais une certaine liberté. Il y avait un certain nombre de centres autonomes d'IVG. Pourquoi ? Parce qu'au moment de la loi de 75, un certain nombre de médecins, nos aînés, avaient dit « pas de ça chez moi ». Pas de ça chez moi, sous-entendu, dans mon service, comme si les services de gynécologie leur appartenaient. Et la ministre de la Santé de l'époque, Simone Veil, n'avait pas osé affronter les médecins et leur dire « si ». Et donc, elle avait créé des centres autonomes qui n'étaient pas dans les services de gynécologie obstétrique, mais qui étaient souvent à distance, qui n'avaient pas de moyens pour endormir les patientes, qui souvent étaient dirigées par un non-gynécologue parce que tous les gynécologues avaient dit « Ah non, moi je ne m'occupe pas ». Et d'ailleurs, quand j'ai concouru pour l'agrégation à Paris, c'est dans les années 90, il y a eu des membres du jury d'agrégation qui m'ont dit « Mais dites voir, monsieur Nizan, vous participez à l'activité d'IVG, sous-entendu, c'est pas sûr qu'on vous nomme à cause de ça ». Donc les temps ont bien changé, mais en 99, il y avait encore pas mal d'hétérogénéité dans la manière d'accueillir les femmes en demande d'IVG. Est-ce que ça a changé depuis 99 ? La réponse est clairement oui. Si je devais dire s'il y a encore des endroits en France où les femmes ont du mal à accéder à l'IVG, je dirais que dans certaines grandes villes, en été, du fait que les hôpitaux sont tous sur les jantes, vous l'avez vu pour les urgences, tout le monde va mal dans les hôpitaux. Et l'IVG, c'est pas une activité nobélisante, en ce sens que les gens préfèrent traiter une incontinence urinaire ou un cancer ou faire une césarienne. L'IVG, c'est une activité qui est simple sur le plan chirurgical et les médecins sont indignés quand on leur dit « t'as plus assez de moyens pour faire les césariennes ou opérer les cancers, mais par contre les IVG, il faut que tu les fasses ». Ça les choque et ça les indigne et on peut les comprendre. Je pense que ce qui s'est passé dans la Sarthe, où tout d'un coup, 2 gynécologues ont fait valoir leur clause de conscience. En fait, il y en avait un troisième qui venait de partir à la retraite et son poste n'était pas remplacé. Et le travail qui était fait à 3, il devait être fait à 2. Mauvaise humeur généralisée, clause de conscience. Ça n'a rien à voir avec une clause de conscience. Ça a à voir avec la pauvreté délibérée et organisée
du milieu hospitalier, et la clause de conscience n'était pas en jeu. C'est une manière de dire, puisque c'est comme ça, je ne les fais plus. C'est-à-dire que pour que le public, mais sans doute vous connaissez, mais la clause de conscience, normalement d'ailleurs devrait se doubler du numéro de téléphone d'un confrère qu'on donne à la femme enceinte. Donc pour des raisons personnelles, moi, médecin, je ne prends pas en charge, je ne vous prends pas en charge, mais je dois vous donner le renseignement, le numéro de téléphone d'un confrère qui, lui, va vous prendre en charge. Ça, c'est sur le terrain, certainement pas toujours facile à trouver. C'est une des choses que j'avais obtenues dans mon rapport, où la clause de conscience pouvait ne pas être affichée par le médecin, et certains très rares médecins ont tiré en longueur des femmes jusqu'à ce qu'elles dépassent le délai et les ont ainsi coincées. Ce comportement très délictueux, je trouvais qu'il fallait y mettre fin, et j'avais proposé que la clause de conscience soit assortie d'une clause de protection des femmes qui dise la chose suivante: quand on fait valoir la clause de conscience, on conduit la femme et son dossier vers un médecin qui pourra la prendre en charge. Donc cette clause de conscience doublée, parce que tous les médecins ont une clause de conscience. La clause de conscience, elle est universelle. Si vous me demandez de vous couper le bras, Guillaume Durand, je ne le ferai pas, sauf s'il y a un gros cancer sur le bras. Donc la clause de conscience est universelle, mais celle qui se rajoute à l'IVG protège les femmes en cela que un médecin qui fait valoir la clause de conscience doit immédiatement prendre la patiente par la main et l'amener vers quelqu'un qui fera le geste. Donc je ne suis pas favorable au retrait de la clause de conscience dans l'état actuel des choses. C'était la question que j'allais vous poser, parce qu'il y a beaucoup d'associations, de militants qui militent en faveur de l'arrêt de la suppression de cette clause. L'IVG doit devenir un acte médical comme les autres, et pourquoi il y aurait deux fois la clause de conscience? Il y a deux fois la clause de conscience sur la stérilisation tubaire. Il y a l'obligation dans ce doublonnage-là. Si la clause de conscience de base protégeait aussi bien les femmes, je dirais oui, on enlève la répétition de la clause de conscience. Mais là, juste, ça va démunir les femmes, et le temps qu'on change la clause de conscience du régime général juridique et d'ailleurs, ce ne serait pas adapté. Donc, je ne suis pas favorable au retrait de cette protection des femmes sur la clause de conscience spécifique à l'IVG. Alors, je vous propose de revenir donc, sur ce projet de loi relatif à la PMA. On va commencer par l'article 1er, tout simplement. On ne va pas les énumérer tous, on va se concentrer dans le projet de loi de bioéthique, si vous voulez, sur les articles qui concerne le début de la vie. Et avec le professeur Israël Nizan, on a choisi donc la PMA, tout ce qui est lié à la PMA, notamment pour toutes les femmes. Et puis, des petites questions. On a abordé la question de l'avortement. On verra ce qu'on aura le temps de faire. Alors, si on regarde cet article 1, il est question notamment de la PMA pour les couples de femmes et des femmes célibataires, donc qui pourraient avoir recours à un don de sperme, par exemple, et une prise en charge dans une insémination artificielle, donc une procréation médicalement assistée. Récemment, l'Académie de médecine, je cite, en septembre 2019, a émis des réserves sur ce projet de loi, des inquiétudes, a dénoncé, je cite, une rupture anthropologique majeure, et ajouté l'argument suivant, contre d'ailleurs le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique lui-même, et le Conseil d'État, a argué du fait que c'était la figure, je cite, la figure du père qui doit rester fondatrice. Et donc on institutionnalisait, si vous voulez, l'absence du père et le fait que simplement un couple de femmes, voire une femme seule, pourrait procréer avec l'aide de la médecine. Alors qu'est-ce que vous pensez de ce fameux article 1er, de cette ouverture de la PMA à toutes les femmes? Alors tout d'abord, sur l'Académie de médecine, elle s'était prononcée auparavant favorablement, et c'est la venue à la tête de la commission d'éthique de l'Académie de médecine d'une forte personnalité de conviction qu'est Jean-François Mattei, qui a fait changer la position de l'Académie de médecine. Il se trouve que c'est un ami, mais je connais ses convictions. Ses convictions sont des convictions religieuses, et c'est ça qui s'est exprimé. Et comme il ne pouvait pas exprimer une conviction religieuse, il a dit que c'est une conviction anthropologique. Or, les anthropologues, ils ne disent pas du tout ça.
Si on écoute les anthropologues, ils disent toutes les formes de famille existent sur la planète. Tout. Depuis la femme qui est fécondée par le frère du mari et les enfants qui vont dans une autre famille, il y a tout. Tout, et je dois dire que quand c'est parlé et que c'est la coutume d'une société, ça se passe plutôt bien. Nous n'avons pas dans la littérature, et c'est pour ça que je suis très content de cet article 1, je ne suis pas content de tout dans la loi, mais cet article 1, j'en suis très content parce que pour interdire à un couple de femmes homosexuelles de se servir de l'aide médicale à la procréation, il fallait bien avoir une bonne raison. Alors, cette raison, je n'en vois que deux. Les résultats sur les enfants ou les convictions religieuses. Regardons les résultats, plus de 1000 publications, notamment en Californie, où on a des séries de plusieurs centaines de jeunes gens qui maintenant ont entre 20 et 30 ans, élevés par des couples d'hommes ou des couples de femmes. Et on a mesuré sur ces séries le taux de pathologie psychiatrique, le taux d'addiction, le taux d'homosexualité, le taux de mal-être et de consommation de drogue, comme savent faire les Américains. Et la réponse est, sur ces 1000 publications, il n'y en a pas une qui montre une quelconque différence psychiatrique entre les enfants élevés par des couples hétérosexuels et les enfants élevés par des couples... Je veux bien que la 1001e publication vienne montrer le contraire, mais si on se cache derrière l'effet sur les enfants, alors c'est un éléphant qui se cache derrière une fraise des bois. Et certaines études montrent même que le bien-être des enfants dans les familles homoparentales est plutôt meilleur, enfin selon certaines études, que dans les familles hétéroparentales, enfin hétérosexuelles. Parce qu'ils sont très aimés, mais ils souffrent cependant de la stigmatisation que vivent leurs parents. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans notre pays, on évalue à 40 000 le nombre d'enfants vivant dans des familles homoparentales. Donc s'opposer à l'homoparentalité, c'est comme s'opposer au tsunami. Moi, je suis contre les tsunamis. Vous aussi, je pense. L'homoparentalité est un fait de société qui est énorme dans notre pays. C'est pas ça qui va changer l'anthropologie de la France. Et sur les femmes célibataires, là, les études sont moins, il me semble, unanimes, si vous voulez, sur l'impact chez l'enfant. Alors, je vais vous dire, je vais plaider coupable. Parce que jusqu'à il y a 2 ans, je vois quand même beaucoup de femmes qui viennent vers la quarantaine et qui me disent « Aidez-moi, j'étais... Mon premier amoureux, il ne voulait pas d'enfant. J'ai été sous emprise pendant 10 ans. Et puis quand j'ai pu enfin me débarrasser de cette emprise-là, je suis tombé sur un autre qui à nouveau ne voulait pas d'enfant. Et de Carib dans Scylla, je me suis approché de la fin de la possibilité de faire des enfants. Et chaque fois que j'avais un nouveau compagnon, j'abordais cette question tout de suite et ça le faisait fuir encore plus rapidement. Et donc, ce n'est pas les femmes qui sont responsables de ça, c'est les compagnons sur lesquels elles sont tombées. Et il y a des femmes qui disent très, très justement, je n'imagine pas de terminer ma vie sans enfant. Alors, je plaide coupable, je leur disais, j'ai honte, mais il n'y a que ceux qui ne sont pas capables de reconnaître les fautes qui continuent de les faire. Je leur disais, mais vous n'avez pas un ancien copain qui serait d'accord de vous féconder ? Shame on you. Et beaucoup de filles et de femmes m'ont dit « Je ne veux pas faire un enfant dans le dos à un homme. » Louable, même plus que louable. Et quand elles me disaient « Pourquoi vous me dites ça, un ancien copain ?» Je leur disais « À cause du storytelling que vous allez faire à l'enfant. C'est quand même mieux de dire que tu es issu d'une nuit d'amour avec un homme qui t'a désiré que d'être issu d'une éprouvette. » Et ça, j'en avais l'intime conviction. Je pense aujourd'hui que ce n'est pas à nous, la société ou les médecins, de dire aux femmes ce qu'elles ont à faire. Et ces femmes-là,
il y a une réflexion sur la manière dont elles vont se débrouiller, la manière dont elles vont insérer l'enfant dans le tissu familial, que je ne vois presque jamais chez un couple d'hétérosexuels qui fait son enfant dans une nuit d'ivresse. Donc, pardonnez-moi, j'ai acquis la conviction, surtout en rencontrant les femmes de l'association Maman Solo, j'ai acquis la conviction que ces femmes-là avaient des projets qui étaient au moins aussi bons que les projets des hétérosexuels en termes d'enfants. Et pour moi, comme je n'ai pas la preuve ni dans un sens ni dans l'autre, je m'interdis d'interdire. Et concernant un autre aspect de cet article, enfin des premiers articles du projet de loi, concernant la levée de l'anonymat, est-ce que, comme certains l'écrivent, le disent publiquement, cette levée donc de l'anonymat, vous l'avez compris, du donneur, hein, donc de gamètes, risque de faire partir ces fameux donneurs? On entend d'un côté, si vous voulez, la souffrance ressentie par certains enfants nés du don, qui n'ont pas accès aux données, à l'identité du donneur de gamètes, puisque jusqu'à présent régnait cette règle incontournable de l'anonymat du donneur. Et là, donc, ces premiers articles lèvent potentiellement, puisqu'on va demander, pour donner d'ailleurs, il faudra être consentant sur une levée d'anonymat. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette levée d'anonymat? Est-ce que c'est une avancée? Est-ce que c'est un risque qu'on prend? C'est une énorme avancée. Au moment où cet anonymat et gratuité ont été écrits par Georges David dans la loi en 70, il y avait un peu n'importe quoi qui se faisait, en particulier des médecins qui recueillaient du sperme, soit qu'ils donnaient eux-mêmes, soit d'un étudiant en médecine qui rémunérait, qui était dans la pièce d'à côté, du grand n'importe quoi. Il était important dans les années 70 qu'il y ait une charte, mais Georges David était un transfuseur. Et dans la transfusion, il y a un donneur et un receveur. Et dans le don de gamètes, il y a un donneur, un receveur et un enfant. Aujourd'hui, ces enfants ont 40 ans, il y en a 70 000. Et certains d'entre eux nous disent « Vous, monsieur le professeur, vous êtes issu de 2 parents. Moi, je suis issu d'une maman et d'une éprouvette, d'un matériau biologique. Est-ce que vous trouvez que je peux vivre avec ça ?» Et moi, je sais que cette quête des origines, qui est une quête d'un fantasme, c'est un fantasme. On n'a jamais d'explication réelle sur l'origine. Mais lorsque ça vient constituer fixette, il faut qu'on puisse aller boire une bière avec celui qui, ce jour-là, a été donné son sperme et dont on est le résultat, en tout cas biologique. Et il faut qu'on puisse aller lui dire merci. Non pas qu'on cherche un papa, ces personnes disent toutes qu'elles ont un papa d'amour qui est extraordinaire, mais qu'elles puissent voir sa tête, parfois être déçues, parfois créer un lien, mais pas forcément, mais en tout cas lui demander pourquoi tu as été donné du sperme ce jour-là. Parce que ça fait partie de la vie et de la biographie de ces gens-là. Il n'y a que ceux qui n'ont pas besoin de ça qui leur dénient ce droit-là. Mais derrière ça, il y a des choses bien plus graves. Je connais un couple qui viennent tous les deux du même sécos et qui longtemps se sont demandé s'ils n'étaient pas demi-frères ou demi-sœurs. À une époque, on utilisait les dons de sperme pour faire 20 ou 30 enfants. Vous vous souvenez de ce film avec 500 enfants qui sont faits avec un donneur? Il y a plein de fantasmes. Et il y a des fantasmes chez les donneurs. J'ai un patient qui me dit chaque fois que je suis sur l'escalator au supermarché et que je vois les gens qui descendent en face et que j'en vois qui ont 20 ans, celui-là, t'as vu comme il me ressemble celui-là? Ne riez pas. Il en est malade. Le fait de ne pas savoir vers quoi on menait les dons de gamètes, le fait pour un donneur d'ignorer totalement s'il y a eu un enfant ou 10 enfants issus de ces dons, le fait de n'avoir aucune information est dommageable pour les donneurs et pour les receveurs. Enfin, dernier point, l'un de ces receveurs a fait l'expérience en live, c'est quelqu'un qui aime bien les estrades, de trouver son donneur par les réseaux sociaux en l'espace d'une journée et demie. C'est-à-dire qu'il a fait un frottis sublingual, il a envoyé aux États-Unis, qui lui a dit « Vous avez un cousin
en Angleterre. Voilà le numéro de téléphone. Il a appelé. Est-ce que vous avez de la famille en France qui aurait tel âge? Ah ben oui, on a le tonton qui habite en Seine-et-Marne à telle adresse. Et il s'est posté devant pour aller le regarder pendant qu'il allait chercher son courrier. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, proposer de respecter l'anonymat à quelqu'un pour des choses qui vont se passer d'ici 18 ans, juste, c'est faux. On ne peut plus le promettre. Donc une promesse de la loi qui ne peut pas être tenue mérite d'être effacée. Alors après, moi je ne suis pas aux pièces. Admettons qu'il y ait moins de donneurs. On n'est pas là pour faire beaucoup d'actes. On est là pour faire en sorte que les gens qui sont issus de ces actes ne le reprochent pas 40 ans plus tard. Et donc je pense que l'utilitarisme qui se cache derrière les remarques des sécos qui ont très peur qu'on modifie la charte de 1970 et qui ont donc un conflit d'intérêts, ces remarques-là sont des remarques utilitaristes. Moi, je crois qu'il vaut mieux organiser la médecine en fonction de ce que nous disent les gens. Et ils nous disent, pas toujours, mais il y a des parents qui nous disent « Je ne l'ai pas dit à mon enfant qu'il était issu d'un don parce que j'avais peur qu'il aille se heurter comme une mouche à la vitre du sécos et qu'il se heurte à cette fin de non-recevoir. » Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, il y a cette fameuse pratique de l'appariement qui consiste à choisir le donneur en fonction de caractères phénotypiques proches du couple. Qui va jusqu'au groupe sanguin. Et la philosophie de cette affaire-là dans les années 70, c'était de dire, il y a un père stérile, le couple rentre dans une maternité, un papa, une maman, ils sortent avec un enfant, ni vu ni connu. Parce que c'est le modèle de la famille bourgeoise qui était recherché, et parce que la stérilité d'un homme était confondue avec son impuissance. Aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, et la famille, en 40 ans, en 50 ans, a changé considérablement. Tout le monde accepte le fait qu'il y ait de nombreux adultes qui convergent et qui sont... D'ailleurs, les Africains nous disent que c'est un village qui élève un enfant. Eh bien là, c'est une famille. Et accepter qu'il y ait plusieurs adultes qui aient concouru à la vie d'un enfant, moi, ça ne me choque pas. La seule chose qui me choque, c'est qu'on ne dise pas les tripatouillages que l'on a fait pour aboutir à la naissance de cet enfant. S'il y en a un qui a le droit de savoir ce qu'on a fait, c'est bien lui. Et les Californiens, ils mettent dans l'acte de naissance donneur de sperme, mère porteuse, donneuse d'ovocytes, c'est-à-dire que tout est complètement transparent sur l'acte de naissance. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à lever aussi la gratuité du don ? Est-ce que ce ne serait pas une manière de répondre au risque de pénurie de donneurs qui va du coup conduire à aller sur Internet acheter son sperme au Danemark ou en Espagne, où là, par exemple en Espagne, les donneurs sont sauf erreur rétribués. Est-ce qu'en France, on devrait abandonner aussi cette logique de la gratuité ? Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Personnellement, je n'aime pas les veaux d'or. Et dans la loi de la France, il y a 2 veaux d'or, anonymat et gratuité. Mais la gratuité, elle est fictive d'ores et déjà. Je vais vous donner 2 exemples qui montrent que la gratuité n'existe plus. On paye 1 600 € à une femme qui va chercher des ovocytes en Espagne, à un endroit où on peut les acheter 900 € à une étudiante. Et la sécurité sociale française paye des femmes 1 600 € par millier pour aller faire en Espagne quelque chose qui est interdit en France. On marche sur la tête. Puis un autre exemple. Quand vous travaillez dans un centre de fécondation in vitro, il n'y a aucune femme qui passe devant l'hôpital et qui dit « Tiens, si j'allais donner mes ovocytes aujourd'hui ». Donc on dit aux femmes, si vous nous ramenez une donneuse, qui ne servira pas pour vous, mais pour une autre femme, alors vous allez remonter dans la liste d'attente qui est de 3 ans actuellement. C'est de la gratuité, ça ? Donc, on s'est permis une gratuité d'hypocrite. On fait plein de coups de pied dans les tibias à la gratuité sous la table, moyennant quoi on est bien propre sur nous, on a fait la gratuité. Je ne suis pas d'accord. Je pense très clairement qu'il faudrait regarder les pays qui ont réussi dans ce domaine, c'est-à-dire ceux où vont les femmes de France.
près de 6000 femmes qui vont en Espagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, on indemnise. C'est pas la même chose de donner des ovules que de donner du sperme. Ça ne vous a pas échappé. Et donc, le don d'ovules, c'est 1 mois de traitement d'induction d'ovulation. C'est une anesthésie générale. C'est un prélèvement ovocytaire. Les jeunes femmes sont payées aux alentours de 900 € pour ce geste qu'elles peuvent faire qu'une seule fois. En Belgique, il y a des centres qui payent entre 500 et 2000 €. Eh bien, figurez-vous que ce n'est pas les centres où on paye le mieux qui ont le plus de patients qui viennent donner. Nous avons exigé en France une espèce d'altruisme à 100%. Et comme d'habitude, nous, avec nos belles idées, d'ailleurs on avait de belles idées sur l'IVG, ce qui faisait que des femmes mouraient à l'époque, au nom des grands principes. Et là, au nom du grand principe, on est incapable de dire à une femme, si tu donnes tes ovocytes, tu rends un service inouï à une autre femme, et on va marquer la gratitude de la France en te donnant 500 €. Au lieu de ça, on leur dit, un ticket de métro, montrez votre ticket de métro. On est pusillanime sur le remboursement des frais des donneuses. Donc ça ne marche pas. Alors, de deux choses l'une, où on veut continuer à dire le don d'ovocytes chez nous est possible, et en fait il ne marche pas. Et ça, c'était le but des gens qui ont écrit la loi telle qu'elle était avant. Un jour, mon patron était très conservateur, et je lui ai dit, monsieur, si on fait l'anonymat pour le don d'ovocytes, on n'aura aucune donneuse. Réponse, ce sera bien ainsi. Alors c'était une autre génération. Mais c'est ça qu'on a dans la loi. Le don d'ovocytes, il existe, mais il ne marche pas. Faisons-le marcher. Et moi, je propose que la sécurité sociale donne une indemnisation pour le déplacement à la patiente de 500 € pour une stimulation de l'ovulation, une anesthésie générale et un prélèvement d'ovules. Indemnisation une fois, on ne pourra pas le faire 2 fois. Voilà. Et pour le don de sperme, je suis aussi favorable à ce qu'on donne une indemnisation, car sans quoi, qu'est-ce qui va se produire? On va acheter discrètement du sperme à des banques de sperme danoises. C'est la France qui va acheter 1 millier d'éjaculats à une banque danoise en douce pour pas qu'il y ait l'émeute. Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne pourrait pas cesser d'être hypocrite comme ça? Pour respecter le veau d'or de la gratuité, on serait prêt à faire n'importe quoi. Pour respecter le veau d'or de l'anonymat, on a fait n'importe quoi. Et maintenant, ça c'est terminé. Asseyons-nous autour d'une table. Alors j'ai dit ça sur les ondes, et je me suis fait agonir d'insultes. C'est-à-dire que c'est un sujet qu'on ne peut même pas aborder. Le professeur Nizan veut commercialiser le corps des femmes. Eh bien, bien sûr, pourquoi? Ça ne nous étonne pas qu'il veuille commercialiser... Non. Il faut qu'on ait plus de maturité, et la France a montré qu'elle avait de la maturité au moment de la discussion de la loi bioéthique. On a beaucoup de maturité. Alors, il y a 2 arguments, 2 objections qu'on pourrait vous faire. La première, elle est celle-ci, celle que vous venez de donner, la commercialisation d'un produit humain, que sont les gamètes. Puis il y a un deuxième, c'est celui de la discrimination. Le fait que quelles seront les femmes, quels seront les hommes qui vont rechercher peut-être une rétribution par ce moyen. La réponse, donc les personnes parmi nous, les plus précaires, les plus pauvres, qui trouveraient par là un moyen de subvenir à leurs besoins. Donc vous voyez la logique de cet argument. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Je suis surpris que la discrimination choque les gens dans un sens et pas dans l'autre. Qui va acheter des ovocytes en Espagne? Ça coûte 9000 €. Qui y va? Ça a gêné personne, ça. Et maintenant, tout d'un coup, on est les grands penseurs qui luttons contre la discrimination. Hypocrisie. Hypocrisie. Halte à l'hypocrisie. Et notre pays, toujours au nom des grands principes, là, la discrimination sur la GPA, sur toutes ces pratiques, elle se fait au détriment des pauvres qui, eux, ne peuvent pas aller à l'étranger pour obtenir ces... Et ça a gêné personne pendant des dizaines d'années.
Alors, vous parlez de GPA, donc j'avais pas prévu d'en parler, mais allez, je peux pas m'empêcher. Dans la PMA, projet de loi bioéthique, rien sur les couples d'hommes, hein, les couples de femmes. Les femmes seules peuvent, mais ni les hommes seuls, ni les couples d'hommes ne peuvent avoir recours à la PMA. Qu'est-ce que vous pensez de cette non-avancée là en la matière ? On disait donc, si on ouvre PMA pour les hommes, on ouvre nécessairement GPA. Puisqu'on ne veut pas la GPA, on n'ouvre pas la PMA pour les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, première remarque, la GPA ne sert pas que pour les couples d'hommes. Ça sert pour toutes les femmes qui ont une infertilité utérine définitive. Soit qu'elles sont nées sans utérus, syndrome de Rokitansky, soit qu'elles ont perdu leur utérus en même temps que leur enfant dans une catastrophe obstétricale antérieure. Il y a à peu près 400 femmes qui ont besoin d'une GPA en France par an. Ces 400 femmes, c'est parfaitement gérable au niveau de la générosité. Je vais vous raconter l'histoire qui, moi, m'a fait changer d'avis. Il y a une femme de 28 ans qui, à Strasbourg, accouche. L'accouchement est très difficile. L'obstétricienne qui est aux manettes met un quart d'heure à sortir l'enfant. Et elle le sort, il va bien, elle le met dans les bras de sa mère. Et au bout de 10 minutes, la maman dit « J'ai quelque chose de chaud qui me coule entre les jambes ». On prend l'enfant et elle est en train de faire une hémorragie massive de la délivrance. La gynécologue met la main, ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle appelle un de ses aînés, ça se passe dans une clinique privée, et l'aîné n'y comprend rien non plus. On ouvre donc le ventre de cette femme et on s'aperçoit qu'elle a une complication très rare qui s'appelle l'inversion utérine. On remet l'utérus à l'endroit et on met cette femme dans la réanimation de la clinique qui n'est pas tout à fait assez bien équipée. Et 2 heures plus tard, elle se remet à saigner la rage. Et elle fait un arrêt cardiaque. On la réanime, on appelle le SAMU qui l'amène dans mon service. Et en bas de mon service, elle fait un 2e arrêt cardiaque gravissime qu'on a du mal à récupérer. Le praticien de garde lui saute dessus pour lui enlever l'utérus. Seule chose à faire pour lui sauver la vie, en priant le ciel qu'en se réveillant, elle n'ait pas de séquelles cérébrales de ces 2 arrêts cardiaques. Par chance, elle n'a pas de séquelles cérébrales quand elle se réveille, mais l'enfant est mort d'encéphalématome. Et voilà une femme de 28 ans qui a le SMIG, le mari 28 ans qui a le SMIG, et ce n'est pas un détail, et qui disent « J'ai mes ovaires, j'ai mon sperme, aidez-moi. Je ne serais pas venue vous voir si j'avais eu de l'argent, je serais allée toute seule à Londres. Aidez-moi. » Et par devers elle, il y a sa patronne qui me téléphone et qui dit « Ce qui est arrivé à mon employé, c'est une honte, c'est obscène. Moi, je vais l'aider, je vais tout payer, je vais porter son enfant. J'ai eu 2 enfants. » Elle l'a fait. Elle est allée à Londres. Elle a porté l'enfant de ce couple. Elle allait d'ailleurs à Londres avec ses 2 grands-enfants qui étaient fiers de ce que faisait leur mère. Elle a accouché. D'ailleurs, pour les visites prénatales, son employé venait avec elle pour assister aux échographies et caressait la face latérale du ventre en pleurant toutes les larmes de son corps quand elle voyait les images. J'ai mis ces 2 femmes dans la même chambre après l'accouchement et je passe la visite et la patronne me dit « Docteur, j'ai vu que vous allez sur les estrades. Dites-leur bien à tous ces réacs que 2 femmes peuvent faire ça par solidarité. Je suis une nounou. Je suis même une super nounou. Je serai là à tous les anniversaires de cet enfant. Et mon mari et mes enfants sont très fiers de ce que j'ai fait. Mais il faudrait lui faire une statue à celle-là, au lieu de mettre c'est la honte et de la poursuivre par les juridictions pénales de notre pays. C'est un cadeau énorme qu'elle a fait. Alors moi je dis la chose suivante, je suis très opposé, mais avec une virulence que vous n'imaginez pas, au fait de commercialiser le ventre des femmes. Et je dis si c'est ça le problème, mettons des décrets d'application. Un comité, moitié homme, moitié femme, moitié professionnel, moitié non professionnel, on étudie le dossier. La femme qui porte doit être plus riche que celle que la mère d'intention, par exemple, déclaration d'impôt, on peut faire ça qu'une fois, pas d'argent. La mère porteuse est éventuellement indemnisée pour tous les frais de grossesse à hauteur de 15 000 €. Au lieu de ça, on dit « Shame on you », c'est la honte. Allez donc à l'étranger. Et à l'étranger, c'est pas la honte ce qui se passe à l'étranger, mais c'est bien pire que la honte. C'est comme la prohibition sur l'alcool à New York. Quand il y a de la prohibition,
il y a du dérapage. Et sur cette question de la GPA, ce soir, Guillaume Durand, vous allez sur Internet et vous cherchez sur Godmother, et vous trouvez des candidates pour 15 000 € en 2 minutes. Vous les prenez sous le bras. Si vous avez des sous, vous allez à Londres, 50 000 €. Si vous n'avez pas trop de sous, vous allez en Ukraine, je peux vous donner les adresses, 3 000 €. Et puis, voilà. Et si vous avez encore moins de sous, en Inde, 300 €. Il y a un Formule 1 à New Delhi, plein de femmes qui portent des petits Français. Ça, c'est l'esclavage. Ça, c'est la honte. Et moi, je dis la chose suivante. Sur les greffes d'organes, il y a des endroits où on vole des reins à des gens pour les greffer à des riches. Est-ce que ça nous a empêché de faire la greffe d'organes proprement chez nous? Sur l'adoption, il y a des endroits où on vole des enfants pour les vendre en Occident. Est-ce que ça nous a empêché de faire proprement l'adoption? Eh bien, ce n'est pas parce qu'il y a des horreurs sur la GPA à l'étranger, ça devrait nous obliger à faire encore plus propre chez nous, c'est-à-dire à organiser la GPA. Pour ça, il faut avoir beaucoup de maturité, et puis il faut surtout que les religieux arrêtent d'imposer leurs règles, parce qu'on a séparé l'Église de l'État il y a 110 ans, et c'est toujours pas fait. Deux points pour terminer avant de vous laisser la parole. Deux points un petit peu techniques, mais j'aimerais vraiment qu'on ait le temps de les aborder. Que vous reprenez, enfin c'est pas que vous reprenez, c'est que vous exposez devant l'audition de l'Assemblée nationale. J'ai trouvé vraiment très intéressant en partant en plus du terrain clinique. Alors deux points dans ce projet sur le diagnostic prénatal et le fait que, vous savez, on ne peut pas, si par exemple je suis atteint d'une maladie transmissible telle qu'une maladie neurodégénérative, on va avoir le droit de rechercher dans les embryons que donnerait une fécondation in vitro cette maladie-là, mais on n'aura pas le droit de rechercher autre chose. Donc ça, c'est le premier point. La loi n'évolue pas sur ce premier point. Et le deuxième point, c'est la question de l'insémination post-mortem. Si je suis dans un projet parental avec ma compagne et que on est dans une fécondation in vitro, une FIV, et que je décède, imaginons que j'ai un accident ou que, eh bien, mon épouse n'aura pas le droit d'utiliser, du fait que je suis mort, d'utiliser mes gamètes pour réaliser ce projet parental que nous avions depuis des mois, des années, etc. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux points? Alors oui, moi, pourquoi je témoigne en bioéthique, c'est parce qu'en tant que médecin, contrairement à ceux qui ne sont pas médecins, on voit la souffrance des gens. Et d'ailleurs, je l'ai même dit au président Macron, qui avait invité un certain nombre de personnes, et j'ai dit, je vais vous raconter 2 histoires cliniques qui me sont arrivées. Et d'ailleurs, la loi qui vient de changer n'a pas changé ces 2 choses, et j'en suis un peu malheureux. La première histoire, c'est une femme qui s'aperçoit à l'âge de 2 ans de son premier enfant qu'il a une mucoviscidose grave, et l'enfant met 7 ans à mourir dans des conditions effroyables. Entre-temps, elle fait un autre enfant, elle se dit, comme je transmets la mucoviscidose, je vais faire une amniosynthèse. Et bingo, le 2e enfant est atteint aussi, et elle doit avoir recours à ce qu'on appelle une IMG, qui pour moi est le pire du pire, c'est-à-dire c'est pas une IVG, c'est un enfant qu'on a désiré, auquel on a transmis une tare, et dont on doit décider de la mort. Vous voyez le cadre, c'est terrible. Elle fait une IMG pour son 2e enfant qui a la même maladie que le premier, et elle dit, ça je ne peux plus refaire, je vais aller même loin, et à l'époque c'était nous qui faisions pour toute la France la mucoviscidose. Bien qu'elle soit féconde, on prend ses ovules et on prend le sperme, on fait des embryons, et sur les embryons, au 3e jour, où il y a 8 cellules, on fait un trou au laser dans la coque de l'embryon, et on aspire 2 des 8 cellules. Et on va regarder s'il y a la faute d'orthographe dans l'ADN de la mucoviscidose ou pas, sur ces 2 cellules. Et on réimplante l'embryon que s'il n'y a pas la faute d'orthographe. Cette femme nous permet d'obtenir 10 embryons, dont 6 sont atteints de mucoviscidose. On les jette et on réimplante un embryon qui n'a pas de mucoviscidose.
Ce qui devait arriver arriva. Au 3e mois, comme à toute femme, on est autorisé à faire la recherche de trisomie 21. Trisomie 21. Et moi, j'ai fait l'interruption médicale de grossesse de cette femme qui est allée après à l'asile pour 3 mois. Et quand elle en est sortie, elle a dit « Mais vous ne pouviez pas regarder Ah non, madame, la France, elle est bien propre sur elle, elle ne fait pas de tri des embryons. On n'a pas le droit de regarder 2 gènes, on a le droit d'en regarder qu'un. » Moi, je dis aux législateurs, il faut voir les conséquences de vos décisions. Vos décisions nous font marcher sur la tête. Tous les pays autour de nous regardent les embryons, regardent plein de gènes, pas pour faire de l'eugénisme, pour une autre raison, moins grave que celle que je viens de vous dire, c'est qu'il y a plein d'embryons qui ont des anomalies, genre trisomie 21, et quand on les replace, ça donne une fausse couche ou rien du tout. Alors ça donne quoi? Je vais vous le dire. Une femme qui a 10 embryons, là-dessus, il y en a 9 qui ont une anomalie, mais nous, on ne la voit pas, l'anomalie. Parce qu'on n'a pas le droit d'aller regarder. On n'a pas le droit. Ah ben, on remet un embryon, ah ça ne marche pas, on attend 3 mois, on remet un autre embryon, ah ça ne marche pas, on en remet un autre. Parfois 3 ans, 4 ans de galère. Alors moi, je suis allé exprimer ça à l'Assemblée nationale et devant le président de la République en disant « Laissez-nous regarder chez certaines femmes, pas chez tout le monde, mais quand déjà on en est là à faire un trou dans la coquille et à sortir des blastomères pour que surtout on n'ait plus une IMG, comment voulez-vous expliquer qu'on ne soit pas autorisé à faire une recherche sur l'embryon et qu'on soit autorisé à faire la recherche sur le fœtus ?» Et les gens qui ont décidé de ça, ils m'ont expliqué la semaine dernière que quand une femme doit faire une IVG, une IMG, il y a de la souffrance qui nous garantit qu'elle ne la fera pas pour n'importe quoi. Alors que si on trie les embryons, il y aura moins de souffrance. C'est ça. Encore une fois, la religion. Encore une fois. Il faut demander aux gens le sens de leurs décisions. Ben, les députés qui ont voté contre le fait qu'on puisse regarder plusieurs gènes sur un embryon, ils ont dit ça va faire de l'eugénisme, moyennant quoi ils sont bien tranquilles, eux. Ça ne leur arrivera pas. Donc je suis très fâché contre ça. Prochaine révision de la loi, ça sera modifié. Mais là, au prix de, pour respecter des grandes idées, on a oublié les gens qui vont en avoir les conséquences. Et la deuxième chose m'est arrivée aussi, c'est une femme qui rencontre son compagnon à 39 ans, c'est l'amour fou. Mais lui, il a 0 spermatozoïde dans son sperme. Mais on s'aperçoit que c'est une forme de stérilité où il y a peut-être des spermatozoïdes dans les testicules. On lui fait une biopsie testiculaire, malgré la petite taille de ses testicules qui le mettent en danger d'avoir des érections moins fortes. Et on trouve 10 spermatozoïdes vivants dans son testicule et ça donne 4 embryons. Le couple est tout content. On réimplante 2 embryons, ça ne marche pas. Alors ils disent calmos, c'est des grands skieurs, ils partent à Chamonix, glacier d'Argentière, et lui, il rate le premier virage et il fait une chute de 500 mètres, mort sur le coup. Moi, je vois la femme 6 semaines plus tard, elle me dit « Monsieur, j'aurais pu venir avec mon beau-frère, qui ressemble à son frère, défunt comme 2 gouttes d'eau, et vous n'y auriez rien vu. Mais je ne voulais pas vous tromper. Qui peut me dire ce que je dois faire des embryons qui sont derrière cette porte? L'État ?» Je dis « Mais madame, moi, même si je ne suis pas d'accord avec la loi, quand on n'est pas d'accord avec un sens interdit, on ne l'emprunte pas. » Alors elle me dit, quelles sont les possibilités? 2. Soit vous les faites détruire, soit vous les donnez à une autre femme. Non mais ça va bien la tête qu'elle me fait? À juste titre. Elle m'a dit, ce que vous venez de me dire est odieux. Et moi, je pensais que ça ne m'arriverait jamais. Mais ça m'est arrivé. J'ai dû faire, au nom de la France, une réponse odieuse. Ma position a changé avec ce couple. Et si j'estime que les gamètes dont vous avez parlé, le sperme, c'est un objet, les embryons, c'est des sujets qui n'ont pas encore tous les droits de la personne, mais
on ne peut pas parler de dignité de l'embryon et se comporter avec lui comme si c'était des gamètes. Pour les 3 ou 4 femmes qui perdent leur mari au cours d'une procédure de fécondation in vitro, je propose qu'il y ait une disposition testamentaire et qu'on dise au mari, comme on va faire un stop sur votre... Quand on fait l'amour, il y a une fécondation quelques secondes plus tard et puis il n'y a pas de touche-pause. En FIV, il y a la touche-pause. Comme on va faire des stops, monsieur, disposition patrimoniale. Si vous êtes mouru, qu'est-ce qu'on fait? Comme ça, on sait. Celui-là, c'est sûr qu'il aurait voulu qu'on continue le projet qui était amorcé. Et moi, je dis qu'on devrait dire que ces femmes, dans les 6 premiers mois qui suivent le décès, ne peuvent pas se faire réimplanter l'embryon parce qu'elles sont toutes à leur peine, qu'elles doivent faire un suivi psychologique, mais si au bout du bout, elles disent « Eh ben, c'est ça que je veux, réimplanter les embryons ». Là, elle m'a dit « Mais donnez-les-moi, je vais à l'étranger me les faire réimplanter. Si je le fais, c'est un délit, je vais en tôle. » Même ça, on a interdit. Donc je dis, non seulement on est totalitaire, non seulement on est en train de faire cocorico sur le fumier en disant c'est nous qui avons raison sur le plan éthique, sans se poser des questions, et c'est à nous les médecins de venir dire ça c'est pas bien. Est-ce qu'il y a des études, pour terminer, et je vais vous tout de suite passer la parole au public, est-ce qu'il y a des études sur l'impact potentiel, parce qu'évidemment c'est les objections qui viennent tout de suite à l'esprit, l'impact potentiel chez l'enfant d'une naissance, d'un père décédé, d'un père mort, hein, là, les formules sont assez faciles, naître d'un père mort, etc. Zéro étude à l'international, parce que c'est tellement rare qu'il n'y a pas d'études possibles, et surtout des études à long terme. Mais c'est une belle histoire à raconter à un enfant. Nous, on est tous faits de tissus historiques. Nos parents nous ont raconté l'histoire de nos origines. Est-ce que c'est laid d'avoir continué le projet qu'on avait ensemble parce que le mari s'est tué en moto? Non, je ne pense pas. Donc je ne vois pas... alors, les religieux nous ont dit on ne fait pas des enfants orphelins. Mais eux qui n'en font pas, je leur dénie le droit de nous dire ce qu'on a à faire. En tout cas, cette phrase « on ne fait pas des enfants orphelins », elle nous est venue de l'étranger, du sud, là, en descendant à gauche. Et je le sais par qui? Par Jean-François Mattei. Donc, tout seul, en 1994, au moment de la première loi bioéthique, contre l'Académie de médecine, contre toutes les institutions qui ont donné un avis sur le décès, il a fait rajouter une ligne. Quand le père est mort, c'est terminé pour le projet. Mais il était tout seul. On aurait pu, depuis, on a révisé la loi plusieurs fois. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas beaucoup de monde et qu'il n'y a pas de lobby. Mais sur le plan des principes bioéthiques, c'est choquant. Est-ce que le risque n'est pas de... Comme on a en plus... Alors le projet va ouvrir la question de la congélation sociétale des gamètes, donc non pas pour raison médicale mais sociétale. Donc par exemple, je veux faire mes études, je veux mettre une priorité sur ma carrière, je congèle mes spermatozoïdes et je vais les réutiliser dans 15 ans. Alors si on ouvre cette congélation, que je meurs dans cette période de temps et que une compagne, quelqu'un veut utiliser ce sperme congelé d'il y a 15 ans, dans ce que vous proposez, ce ne serait pas possible. C'est jeté. Grande différence entre les gamètes et les embryons. Un embryon, c'est l'addition des gamètes de l'un et de l'autre. C'est un projet parental. Ce projet parental, c'est vrai qu'on peut jeter les embryons, mais moi qui ne suis pas du tout connecté avec la religion, je pense que vous l'avez deviné, quand je vois sous le microscope un embryon humain, c'est un plan. On ne le voit pas à l'œil nu. Mais quel plan? C'est le plan d'un être humain. Alors je ne confonds pas le plan de la ville et la ville. Mais détruire un embryon, jusqu'à aujourd'hui, ça me pose problème. Détruire un embryon, c'est pas détruire du sperme. Que le sperme il passe dans tous les lavabos de la Terre. Les embryons, pas. Merci Israël Nizan. Je pense que des mains ne vont pas tarder à se lever. Vous avez la parole. Regardez, un micro va passer parmi vous. N'hésitez pas. C'est souvent la première question qui est la plus difficile. Oui.
Ah, madame, ici. Oui, allez-y. Ah, attendez, prenez le micro, parce que pour nos partenaires canadiens, que je salue, j'en profite. Quelle est votre position par rapport à la GPA pour les couples homosexuels, les couples d'hommes? Alors, c'est une question extrêmement difficile et on ne peut pas bien être contre la commercialisation du corps des femmes et accepter cette énorme demande de la part des couples homosexuels masculins. Quand je parle de l'infertilité utérine définitive, on sait qu'il y a 400 femmes par an qui auraient besoin. Lorsqu'on parle des couples homosexuels masculins, c'est par milliers que les demandes s'exprimeraient. S'il y avait une solution pour s'assurer que les femmes qui porteront ces enfants ne seront pas exploitées, je serais d'accord. Et il y en a une, qui est le projet de coparentalité. 2 femmes vivent ensemble, 2 hommes vivent ensemble, les uns au 3e, les autres au 4e. Le premier enfant issu du sperme des gens du 4e, il est pour les femmes. Le 2e enfant, il va être pour les hommes. Ces projets de coparentalité qui sont compliqués, surtout en cas de divorce, mais c'est toujours compliqué en cas de divorce pour les enfants. Je pense que ces projets-là pourraient trouver grâce auprès de tout le monde en termes de le sort des enfants. Et donc je suis favorable pour la GPA à la chose suivante. Comité de la parentalité, moitié homme, moitié femme. On propose le projet, comme des comités de protection des personnes, ou comme des CPDPN, c'est du cas par cas. On propose le projet, ce comité a 1 an pour statuer, avec force psychologues, psychiatres, obstétriciens invités comme experts. Puis, au bout d'1 an, le comité régional fait un rapport et transmet au comité national qui autorise ou qui n'autorise pas. C'est risqué? Ouais, mais moins risqué que ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est bien propre sur nous. Ah non, on n'a pas de GPA. Hein. Mais on est le pays au monde qui a le plus de GPA. Donc, cette hypocrisie-là me heurte. Et maintenant, je vais vous raconter le dernier cas de GPA qui s'est produit dans mon service. Une femme de Nice perd son utérus, cancer du col. 30 ans. Elle dit, je suis sauvée et guérie, mais ça, c'est pas possible. Je n'imagine pas de terminer. Par chance, j'ai mes ovaires, mon mari a son sperme. Il trouve sur Internet une femme de l'autre bout de la France qui accepte de porter l'enfant moyennant finance. Parce que quand il n'y a pas de loi, on fait comme on peut. On va en Ukraine tous les 3, la femme est enceinte, et ils arrivent chez moi parce qu'ils ont vu que je n'étais pas opposé. Et un avocat lui dit, Madame, vous avez déjà 3 enfants, à la mère porteuse, vous avez déjà 3 enfants, ce 4e enfant va hériter de vous, que vous le vouliez ou non. Comment? On ne m'avait pas dit ça. J'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne veux pas que parce que j'ai rendu un service à ce couple, mes enfants soient obligés de partager avec ce 4e enfant. Je décide d'accoucher sous X, dit-elle. Et c'est ce qu'elle a fait. Et quand vous accouchez sous X, il y a les psychologues du département qui rappliquent et qui prennent l'enfant, pour commencer. Donc elle a accouché sous X, les parents d'intention ont profité de l'enfant pendant 24 heures, et ensuite l'enfant a disparu, dans une famille d'accueil sans droit de visite. Et le procureur, il m'a mis sur écoute parce que j'étais à la tête d'un trafic d'enfants avec l'Ukraine. Je le savais parce que j'ai de la famille dans le milieu judiciaire. Et les parents n'ont pas pu voir l'enfant pendant les 8 premiers mois de la vie de l'enfant. Et le procureur avait sous sa table la biologie ADN de l'enfant et de ses 2 parents. Il savait que c'était l'enfant de ses 2 parents. Et pour les punir, alors par chance, la famille d'accueil, c'est des gens que je connaissais, ils ont laissé voir l'enfant aux parents. Mais la grand-mère est morte sans avoir vu son petit-fils, entre-temps. C'est ça la France. Ah, on est propre sur nous, hein? La honte. La honte. C'est juste la honte. Et en plus, on n'en discute pas dans la loi. Alors je comprends
le déterminisme de M. Macron de vouloir faire la politique des petits pas. Il avait l'article 1 à faire passer, et s'il avait mis la GPA, déjà comme ça, on a essayé de faire glisser vers la GPA, mais franchement, ça ne nous honorerait pas de discuter tous comme des grands garçons et comme des grandes filles de la GPA? Là, on n'en a même pas discuté, parce que discuter, c'est sale. Une autre question là-bas. Oui. Non. Ah, là-bas. Madame. Ici. Merci pour votre exposé. Je vous demande simplement de ne pas crier tout de suite à ce que je vais dire, qui est quand même un petit, enfin pas long, mais complexe et difficile à dire. Parce que moi qui suis devant vous, je suis une personne croyante, religieuse, mais je suis contre l'hypocrisie, je suis contre la destruction des embryons, et surtout, je ne veux pas imposer ce que moi je m'impose, enfin, ce que j'essaye de vivre dans ma vie aux autres. La preuve, c'est qu'aucun de mes enfants ne partage vraiment les mêmes convictions que moi sur beaucoup de plans. Voilà. Et puis, mais par contre, quand vous dites qu'il n'y a que les médecins qui sont capables de voir la souffrance des gens, je sais pas, non, on ne peut pas dire ça. Ceux qui font de l'écoute, ceux qui fréquentent en vérité les uns et les autres qu'ils rencontrent, voient leur souffrance. Je ne sais pas comment... Alors attendez, j'avais plusieurs choses à dire. Alors, quelle est votre question? Alors j'ai une question qui n'est pas vraiment une question. Ça pose, ma position est plutôt de... On peut partager tout ce que vous dites, c'est sûr, mais vous êtes un autre, on pourrait dire d'exception en quelque sorte, c'est-à-dire que vous voyez la totalité de la personne. Vous, à chaque fois, vous voyez les liens créés dans les familles qui se composent, se recomposent, etc. Mais malheureusement, c'est pas partagé par un grand nombre de toutes ces précautions que vous prenez sur tous les actes que vous posez. Donc est-ce que le principe de responsabilité n'est pas aussi partagé autour de vous, je pense. Mais il y a quand même quelques phrases émises par le président de l'Assemblée qui posent quand même question, notamment quand il dit la procréation sans sexe pour tous. Voilà. Moi, c'est quand même une question. Qu'est-ce qu'il en est du corps, de l'altérité, Enfin, vous voyez tout ça. Je vois. Merci. Madame, d'abord, je voudrais dire que j'ai un immense respect pour les croyants. Immense respect. Les croyants qui disent « pour moi, ce sera comme ça ». Et je ne dis pas à mon voisin comment ça doit se passer. Chapeau. Là, je suis très gêné par des femmes qui viennent avec leur gamine de 15 ans, qui me disent « Docteur, je suis contre l'IVG, hein, je suis croyante, mais pour ma fille quand même. » Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on dise « Pour moi, je ne souhaite pas mettre en œuvre toutes ces techniques. » Bravo. Mais alors, on le respecte. L'autre jour, à LCI, il y a une femme qui disait « Oui, enfin, je suis inquiète, j'ai 4 enfants. » Et moi, je lui ai dit, je vais vous rassurer, si jamais un de vos enfants perd son utérus, ou s'il y a besoin d'avoir recours à ces techniques, et que vous êtes en première loge pour apprécier sa souffrance, vous serez la première à être contente des lois qui sont en train d'être prises. Et je ne crois pas avoir dit qu'il n'y a que les médecins qui peuvent apprécier la souffrance, bien sûr que non. J'ai dit, les médecins sont témoins d'une souffrance et ils ont à la répercuter. Nous avons plus de chances de voir ces couples-là très émouvants sur leur demande d'enfant, parfois en train de nous dire « ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue si je n'arrive pas à avoir d'enfant ». Et quand ces couples entendent « ouais, les gens ils voudraient voir le droit à l'enfant », ça les blesse. Les propos qui sont prononcés
blesse plein de monde qui n'estime pas avoir un droit à l'enfant, ça n'existe pas un droit à l'enfant, mais qui voudrait, comme tout le monde, fonder famille. En fait, ce qui est en train de se produire, c'est qu'on permet, grâce à la technique, et sous couvert d'une société qui évolue. Notre société bouge terriblement, notamment par rapport à l'homosexualité. Madame, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir une petite fille homosexuelle. Personne n'est à l'abri de cela. Et si vous avez une petite fille, Attendez, madame, dans son micro, c'est pas possible. Vous aurez peut-être la chance d'avoir une petite fille homosexuelle, j'ajouterais. Voilà. On peut le formuler comme ça. Eh bien, je trouve que chacun peut avoir des convictions personnelles, mais se les appliquer à lui-même et ne pas dire pour le voisin ce qui est bon pour lui. Une autre question. Ah, monsieur. Monsieur juste devant. Faire des enfants sans sexe pour tout le monde, c'est une blague. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'on est politique qu'on ne peut pas faire des blagues. C'est une blague. Je suis désolé, sans micro, c'est pas possible parce que c'est... Voilà, monsieur. Cher Israël, je vais témoigner auprès de toi, puis aussi en même temps auprès de toute la salle, à quel point moi je suis sensible à tout ce que tu as pu nous dire, dans la mesure où ça rapproche les femmes qui sont en situation d'IVG, des femmes qui sont en situation d'AMP, etc. Et sans avoir à grader ça à travers quelque chose que tu l'as dit qui serait nobélisant ou qui ne le serait pas. Et ça, je trouve que c'est important. En plus, face aux grands principes, tu viens interposer, nous, ça nous plaît beaucoup, des récits. Et je crois qu'en ce sens-là, le médecin, c'est aussi le témoin qui peut rapporter ces récits, qui donne toute la valeur à j'allais dire, la réflexion qui va s'en suivre. Puis enfin, je voulais témoigner que moi, j'ai travaillé auprès de toi dans plusieurs commissions du collège et que je m'en réjouis fort. Et qu'en plus, tu ne l'as pas évoqué, mais on avance sur des des problèmes qui nous ont concernés beaucoup, des procès aussi, d'interruption médicale de grossesse pour raisons psychosociales. Et c'est un sujet complexe, mais je ne te demande pas de l'aborder là, mais je voulais témoigner ici à quel point c'est important quand les gynécologues obstétriciens, du fait de leur spécialité, s'emparent de la question des femmes et de leurs droits. Donc merci à toi. Merci Philippe. Excuse-moi, je m'en vais, parce que je te l'ai dit tout à l'heure. C'est docteur Philippe David. Tu vas voir le maire. Docteur Philippe David, gynécologue obstétricien, clinique Jules Verne, et un des fondateurs de la Maison des Femmes, et sauf erreur, à Saint-Sébastien, des accouchements dans l'eau, non? C'était une des... Non, bon, tu dis non. Ok, alors on enlève, on coupera au montage, je dis n'importe quoi. C'est les dauphins qui accouchent dans l'eau. En tout cas, voilà, tu restes... Tu pars. Ah, tu reviens, ah, d'accord. Une autre question, docteur... Oui, tout de suite après. Le micro est ici, docteur Bernard Branger, pédiatre. Oui, je vous remercie de votre exposé. Je suis globalement d'accord, mais je pense à comment vous argumentez. Vous prenez, au contraire de Philippe David, c'est-à-dire vous utilisez beaucoup les cas particuliers avec beaucoup de versants affectifs. Est-ce que c'est le fin mot de l'argumentation? Je pense que... Alors c'est la forme de l'exposé ici, j'entends bien, puis c'est plus une forme écrite. Mais quels sont les grands principes ou la méthode qu'on peut utiliser sans passer par ce côté-là que je comprends, je suis médecin, mais je pense que quand on argumente, ou je m'adresse aux philosophes aussi, il faut plus que ça. Alors, c'est vrai qu'on peut aborder toutes ces questions sous l'aspect théorique, sous l'aspect bioéthique, et je trouve qu'il y a les philosophes pour ça. Et je ne ferai pas l'erreur de me prendre pour un philosophe. Je ne suis qu'un docteur. Et à ce titre-là, on a beaucoup reproché aux médecins leur manque d'empathie. Dans notre discipline, vous avez entendu parler des violences obstétricales, etc. Et aujourd'hui, quand je forme les jeunes internes, je leur dis, il y a un truc qu'on vous a appris à la faculté de médecine et qui est faux. Ne vous mettez surtout pas à la place des gens. Et moi, je leur dis, oui, mettez-vous à la place des gens que vous soignez, vous serez plus juste.
et en particulier dans le diagnostic prénatal, qui a été ma première source d'interrogation, lorsque vous êtes obligé, devant une demande de gens qui vous disent au 7e mois, je voudrais avorter parce qu'il manque un doigt à mon bébé, mettez-vous à la place des gens avant de prendre une décision en oui ou pour un non, vous serez 1000 fois meilleur. Et donc, moi, je fais ça tous les jours, et ça ne m'a jamais porté atteinte. Donc, les histoires des gens qui génèrent de l'empathie, c'est le fond de la bonne médecine. Et qu'est-ce que j'appelle la mauvaise médecine ? C'est la réponse technique à un problème organique. Pour moi, la médecine, c'est un tout. Je n'ai pas devant moi une femme qui n'a pas d'utérus. J'ai un couple avec ses difficultés, avec ses problématiques, avec ses ambiguïtés. Et j'essaie de me glisser dans leur peau autant que faire se peut. Et parfois, c'est très douloureux. C'est ça qui me donne, j'allais dire, le point de départ de la réflexion. Après, je pose la question aux politiques, aux philosophes, quel est le fond et quel est... Alors j'étais invité au Conseil d'État. Conseil d'État, 60 hauts magistrats, genre grand oral, 3 heures. Diagnostic prénatal. Et à la fin, le président du Conseil d'État, qui a mon âge, me fait « Monsieur le professeur, on a vu que vous parliez de GPA. » Il avait un peu un rictus de dégoût. « Pouvez-vous nous expliquer votre position ?» Je dis « Le citoyen Nizan, il demande quelles sont les valeurs de la France qui sont protégées par l'interdit renforcé sur la GPA. Car je serais prêt à me ranger à cet interdit si on m'en explique les valeurs. Quand on me dit ne pas tuer, je comprends, on me dit, mais quand on me dit de GPA tu ne feras point, j'utilise à dessein une formulation biblique, de GPA tu ne feras point, je dis quelles sont les valeurs de la France que nous cherchons à protéger. Vous n'imaginez pas la réponse. Il m'a répondu, monsieur, nous savons les valeurs que nous protégeons. Il m'a répondu comme si j'étais un externe. Circuler, il n'y a rien à voir. Ça, c'est ce que j'appelle un argument d'autorité. Il n'y a rien dans les gens qui argumentent qui ne soit recevable contre la GPA. Il n'y a rien. On vient de voter contre le fait de donner la nationalité française et la filiation maternelle aux enfants issus de GPA. Ça veut dire qu'on continue à se venger sur le dos des enfants des choses qu'ont fait leurs parents pour qu'ils adviennent. Je comprends pas. Il y a un projet de loi de Jean Leonetti qui proposait d'ailleurs de mettre en prison, enfin en tout cas d'avoir une peine de prison pour les parents d'intention, les parents de la GPA. Donc pour l'intérêt de l'enfant, on mettait les parents en prison. C'est une boutade, mais attendez, juste... oui, et après, monsieur. En tant que médecin, la réponse n'est pas que technique, la réponse est éthique. On peut quand même revendiquer d'avoir des considérations éthiques en tant que médecin. Oui. Alors on a eu quand même des arguments, parce que Bernard Bangier, en plus d'être pédiatre et épidémiologiste, on a eu des arguments conséquentialistes, puisque on évoquait la question des études, du résultat des études, et de l'impact, non pas négatif, sur les enfants, par exemple, issus de dons et élevés par des couples de femmes. Monsieur. Oui, bonsoir. Je suis totalement profane au domaine que vous avez exposé très brillamment et ça m'a vraiment beaucoup instruit. Ma seule question concerne, disons, les familles monoparentales. Hein. Autant de ce que je connais, c'est pas du tout mon domaine. Hein. Les femmes ou les hommes, enfin, je crois que c'était des femmes qui élevaient des garçons seuls. Paraît-il que ces garçons à l'adolescence devenaient davantage délinquants. Alors, moi, avec mes petites connaissances en psychanalyse, je dirais que quand il y a un seul parent, la relation serait naturellement fusionnelle. Et peut-être qu'à un moment, l'enfant éprouve le besoin de se séparer. Et si ça se passe mal, si c'est fusionnel trop longtemps, enfin dans toutes les civilisations anthropologiques, etc., on rompt quand même le truc à partir de 7 ans ou je sais pas quoi. Et là, si ce truc se rompt pas, effectivement, il y aurait des menaces de délinquance. Donc, ce que je dis, c'est ce que je dirais. Et c'est avec Cyrulnik. Cyrulnik m'a instruit. Il m'a dit, il en faut 2. Il faut un tiers, en quelque sorte, pour reprendre les catégories de genre, pour rompre une relation fusionnelle qui pourrait être
pour moi, peut-être négative quant à l'avenir de l'enfant, parce qu'on pense toujours au désir des parents, mais l'enfant aussi, quid de l'enfant, de son avenir, parce qu'il y a aussi là-dessus quelque chose à penser. Donc, le tiers... le deuxième parent, peu importe le sexe, ça n'a aucune importance pour rompre précisément ce qui serait dommageable. Une présence, non pas temporaire, le copain qui passe de temps en temps parce qu'il faut bien un repère masculin ou peu importe. Non, parce que élever des enfants, il en faut deux, à mon avis, dans les premières années, parce que, enfin, avec ma petite expérience, c'est quand même accaparant quand on veut bien faire. Donc voilà, c'est l'idée qui, pendant un certain temps, il faut un deuxième, un tiers, pour rompre quelque chose de fusionnel. Voilà ma question. Alors, c'est une excellente question, mais je voudrais dire que Beethoven est né dans une famille effroyable, avec des parents ivrognes, épileptiques, addiction, une horreur. Mais là, il y avait un père. Vous me direz, Beethoven n'a pas si mal tourné. Et au sujet de cet exemple-là, c'est Elisabeth Badinter qui dit quelque chose de très intéressant. Elle dit, il y a des enfants qui naissent dans des endroits épouvantables et qui arrivent à s'en sortir et qui sont fantastiques. Et il y a des enfants qui naissent dans des endroits fantastiques et qui tournent mal. Et de conclure, qui peut dire quelque chose sur l'avenir d'un enfant? Les gens devraient être autorisés à se la fermer quand ils font du prédictif. Et j'en viens à la psychanalyse. Qu'un psychanalyste me dise, après avoir écouté le contexte d'un enfant qui va mal, ben c'est à cause de tout ça qui va mal, je l'accepte, c'est du déductif. Mais c'est une faute professionnelle pour les psychanalystes de dire, quand un enfant est dans telle et telle et telle circonstance, ça donne ça. Parce que ça, c'est faux. Et il y a eu des psychanalystes qui sont allés témoigner de cela en disant, s'il y a des mères seules qui vont éduquer leurs enfants, ça ne va pas le faire parce que les psychanalystes ont un logiciel, papa, maman, l'enfant, et en dehors de ce logiciel et de cette triade, ils ont un peu du mal, parce que si Freud existait aujourd'hui, il serait capable de tirer la psychanalyse vers d'autres référentiels et d'autres logiciels, et je trouve qu'on manque un tout petit peu, et en particulier sur les mamans seules. Il y a très peu de littérature sur leurs enfants, mais elles ont toutes un environnement familial. Et je prends l'exemple de la présidente de Maman Solo qui m'a dit « on sort d'une famille hyper catholique ». Et quand à 40 ans, j'ai décidé d'aller en Danemark, parce que là-bas, mon enfant pourra voir son donneur à 18 ans quand il en aura envie, je suis allé au Danemark me faire inséminer. Eh bien, c'est mon papa qui est venu à la césarienne pour prendre l'enfant dans ses bras. Il était à toutes les manifs pour tous, et mes 4 frères aussi. Et il n'y a pas plus heureux que mon papa et mes 4 frères. Et je peux vous dire que mon enfant, il a tout un tas de référents parentaux du sexe masculin. Et d'ailleurs, ce n'est pas une affaire de sexe. Cette femme a retrouvé un autre compagnon qui éduque son enfant, comme ça se passe souvent dans ce contexte-là. Les types, ils partaient en courant quand elle leur disait « je veux faire un enfant », mais finalement, avec la venue de l'enfant, elle est devenue plus sereine, elle a constitué famille. Et donc, pour moi, qui peut dire quelque chose sur l'avenir des enfants sans avoir un immense risque de se tromper? Comme disait Coluche, on devrait être autorisé à se la fermer. On prétend qu'un accord secret aurait été fait entre les parties, et alors il dit, alors un accord secret, on dit que on devrait être autorisé à se la fermer. Ne parlons pas de l'avenir des enfants. Qui en sait quelque chose? Personne. Bien, merci Israël Nizan. Si encore une question, madame. On a encore le temps pour une ou deux questions. On s'arrêtera à 19h30. Madame. Bonsoir et merci pour votre exposé. Comme c'est presque la fin, je vais élargir le sujet. Je suis un petit peu inquiète qu'au niveau des lois éthiques, on parle beaucoup, pour ne pas dire exclusivement, de tout ce qui concerne la naissance et absolument pas de la mort et de la fin de vie. Et à ce sujet, je trouve que c'est
complexe, puisque par rapport à la naissance que vous avez abordée, l'environnement médical n'est pas le même. On est sur un environnement beaucoup plus individuel, parfois médical, parfois pas médical. Et voilà, je voulais savoir en tant que praticien ce que vous en pensez et en tant que citoyen. Je ne trouve pas de valeur morale ajoutée à mourir lentement plutôt que de mourir rapidement. Et dans la dernière histoire qui s'est produite, où tous les politiques se sont débinés assez lâchement, faire mourir en 12 jours quelqu'un qui se dessèche comme une momie sur son lit d'hôpital, même si lui ne se rend pas compte de ce qu'on lui fait, probablement, je ne vois pas, à partir du moment où on décide de stopper l'alimentation et l'hydratation, ce qu'il y a de mieux et de plus moral de mourir en 12 jours plutôt que de mourir en 2 minutes. Je suis donc favorable à ce qu'on arrête l'hypocrisie. Encore une fois, c'est notre lien terrible avec les religions qui nous empêchent de franchir ce pas. Et je ne suis pas gêné de dire que quand on est confronté à la mort imminente, on doit s'autoriser à endormir la personne plutôt qu'à la laisser se dessécher sur un lit pendant 12 jours. Donc je n'ai... Alors, les médecins de ce point de vue, ma compagne qui est médecin, elle me dit « Toi, tu le feras pour moi, n'est-ce pas ?» Et quand j'hésite un petit peu, ça lui met une grande angoisse. Et les médecins, ils savent bien qu'ils trouveront quelqu'un pour le faire. Mais Madame Michu, elle aimerait bien pouvoir être rassurée là-dessus. Et moi, je suis rassuré par ce qui se passe en Belgique, où sur 10 personnes qui se sont inscrites pour bénéficier, entre guillemets, de l'euthanasie active, il y en a 9 qui ne vont jamais y aller. Je trouve que ça fait partie des libertés fondamentales de l'être humain que de mettre fin à ces jours. Pas sous la forme violente du suicide, sous la forme de « je souhaite que ça s'arrête, je vais voir mes enfants et mes petits-enfants, et après je souhaite que ça s'arrête ». Qu'est-ce qu'on y gagne à faire vivre cette personne une semaine de plus ? Alors, l'objection, c'est difficile de parler en 5 minutes de la question d'euthanasie, du suicide médicalement assisté, mais l'objection, on va dire française, juridique, c'est de dire que dans l'acte d'euthanasie, il y a une intention, un acte intentionnel qui est de donner la mort. Et un acte dont l'intention est de donner la mort, en France, c'est un assassinat. À la différence, et ce que permet la loi aujourd'hui, avec la loi Claes-Leonetti 2015-2016, je n'ai pas révisé, mais la sédation terminale, oui. On endort et la mort va advenir. Donc il y a une permissivité, une ouverture quand même de la loi avec cette dernière cette sédation terminale, mais on ne va pas jusqu'à l'euthanasie. Vous pensez donc que c'est hypocrite ? Je pense que c'est hypocrite, oui. Et je vais vous donner la preuve. On dit aux Français, rédigez donc vos dispositions testamentaires de ce point de vue. Mais si la disposition va jusqu'à administrer la mort, ah là, on ne l'écoute pas. Ça ne va pas. De 2 choses l'une, où on dit aux Français de choisir pour eux-mêmes ce qu'ils estiment bon pour eux, ou il y a des gens qui savent ce qui est bon pour eux, et surtout, on n'enlève pas et on ne donne pas la vie que Dieu a donnée. Donc c'est le respect de ce machin-là. Alors, c'est très important ce machin-là. Mais moi, je mets les lois de la République au-dessus des lois de Dieu. C'est même le fondement de notre démocratie. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de prendre ça. Ils peuvent très bien dire, moi, je vais attendre que Dieu me donne la mort. C'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui me la reprend. Pour eux-mêmes. Mais pourquoi s'estiment-ils en droit de dire à tous les autres « Eh ben, tu vas faire comme moi parce que c'est moi qui ai raison ». C'est là que j'ai un ennui. Je vais beaucoup dans les écoles. Et l'autre jour, il y a un petit jeune qui se lève avec la casquette comme ça. J'étais en train d'expliquer la liberté des femmes pour choisir avec qui et quand elles font des enfants. On me dit « Ah non, monsieur, hein, ça va pas. Une fille qui a des rapports, il faut qu'elle ait l'autorisation de ses parents. » Alors,
il était en train de m'administrer la loi, 15 ans. Je lui ai dit, il faut que tu saches que si tu vis ici, il y a 3 choses qui vont s'imposer à toi. La femme est l'égale de l'homme, on a le droit de blasphémer, et la dernière chose, les lois de Dieu passent derrière les lois de la République. Si tu ne supportes pas ça, il ne faut pas rester. Je pense qu'il faut qu'on soit fiers de nos valeurs. Allez dire en Arabie Saoudite comment ils doivent faire et comment ils doivent vivre, vous ne terminez pas votre phrase, vous êtes en tôle. Je pense très clairement que ce qui fait le consensus national, c'est qu'il y a les lois de la République qui s'imposent. On peut avoir des lois privées et se les imposer à soi-même, mais on ne peut pas les imposer aux autres. Et le vrai débat, c'est est-ce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois de la République ou est-ce que ce n'est pas le cas? C'est ça qui nous sépare. Moi, je suis clair là-dessus, mais je pense que ça va mieux en le disant. Il faut absolument qu'on arrive. La bioéthique, c'est ça. Parce que quand vous êtes dans la morale, il y a une puissance divine qui vous dicte ce que vous avez à faire et ça ne se discute pas. Quand on est dans la bioéthique, c'est la rationalité qui est au volant. C'est beaucoup plus compliqué. De dire le pourquoi du comment. De dire philosophiquement pourquoi on est favorable. Et moi, sur la question que vous venez d'aborder, je ne suis pas favorable à ce qu'on laisse se dessécher les gens pendant 10-12 jours, alors qu'on a décidé qu'on acceptait qu'ils s'en aillent. Et je peux vous dire que la famille, en l'occurrence, a été terriblement éprouvée, parce que chaque matin, il venait, et il était toujours là, et de plus en plus sec, et de plus en plus émacié. Moi, je dis halte à l'hypocrisie. Bien, merci Israël Nizan d'être venu à Nantes pour cette conférence.